depuis les dernières années, moi, j'avais une programmation de recherche sur l'empathie, donc sur la contribution de l'empathie en gestion et le développement de compétences en éthique des organisations. On avait l'occasion de créer un nouveau cours en éthique des organisations en 3e année, un cours optionnel qui finalement était comme une coquille vide puisqu'on avait un nouveau cours obligatoire dans le programme de bac qui couvrait large, mais qui était aussi très standardisé parce que, évidemment, c'est un cours, un grand cours obligatoire avec des centaines et des centaines d'étudiants. Donc, quand j'ai décidé de créer le nouveau cours en éthique des organisations optionnelles qui s'appelle éthique et gestion, j'ai décidé de miser ou de me centrer sur le développement de l'empathie chez les étudiants. Et pour ça, moi, j'avais fait des recherches dans les dernières années qui montraient que finalement, on pouvait mobiliser les arts pour pouvoir développer l'empathie chez les individus. Et donc, je me suis dit, j'aimerais ça essayer d'intégrer davantage des arts dans l'enseignement. Et finalement, on a transformé ce projet-là, qui était un projet au départ d'innovation pédagogique, et on a décidé d'en faire un projet de recherche-action en pédagogie, où finalement on a documenté cette intervention-là, ce changement-là, ce cours que l'on a créé, cette approche pédagogique, et pour l'étudier, son efficacité, mais aussi comment ça modifiait et est-ce que vraiment on réussissait à développer l'empathie des étudiants à travers nos approches pédagogiques. L'approche pédagogique qu'on a appelée Space Jam. C'est toi qui sais c'est quoi l'acronyme exactement qu'on avait. Oui, c'est la stratégie pédagogique d'apprentissage par croisement des espaces en joignant l'art et la matérialité, donc Space Jam. Bon, hein, on a trouvé cet acronyme-là. On est inspirés. Oui. Donc, on a développé cette approche pédagogique-là qu'on a appelée Space Jam, qui est finalement le fait de projeter les étudiants dans 3 différents espaces d'apprentissage où ils vont développer des compétences d'empathie. Premièrement, la classe. Ça, c'est plus classique. Hein? C'est une approche un peu plus classique. Mais dans la classe, on mise vraiment sur une approche de dialogue entre les étudiants. Et on intègre aussi des approches artistiques. On analyse des œuvres, on analyse de l'art visuel, des photos, etc. Donc, on intègre dans la classe cet aspect dialogue et aussi des arts. L'autre espace, c'est l'espace à la maison. Un espace où, finalement, les étudiants vont visionner des œuvres d'art, que ce soit des films, des documentaires, des podcasts, lire une pièce de théâtre, etc. Ils vont faire ces analyses-là. Ils vont travailler aussi dans un portfolio. Et puis, on va y revenir parce que tu pourras parler davantage du portfolio. Le 3e espace, c'est l'espace de la communauté. Et là, c'est une spécificité de ce cours-là, vraiment, où on amène les étudiants dans la communauté, que ce soit pour réaliser un projet d'art-action, donc ils font un photoreportage à travers le cours. On les amène aussi soit au théâtre ou au musée. Pour soit aller voir une exposition qui est en lien avec une des thématiques du cours ou une pièce de théâtre en lien avec les thématiques du cours. Et dans la communauté aussi, les étudiants doivent s'engager dans une activité de bénévolat. Donc, ils doivent faire 20 heures de bénévolat à travers leur session pour finalement varier les occasions d'apprentissage ou de se mettre en occasion d'entrer en empathie avec d'autres personnes qui vivent vraiment des situations qui sont différentes d'eux-mêmes. Puis pour faire du sens de ces 3 espaces-là, des apprentissages qui sont faits là-dedans, les étudiants doivent réaliser un portfolio de réflexion, mais un portfolio artistique. Tu veux-tu l'expliquer? Donc, c'est vraiment le cœur de la stratégie parce que, comme Joey vient de le dire, les apprentissages sont multiples et se font dans des espaces qui sont également multiples. Donc, ça rend l'appareillage un peu complexe. Donc, le portfolio, il sert d'ancrage, finalement, pour les étudiants et les étudiants doivent réaliser chaque semaine une analyse d'une œuvre, de l'œuvre à l'étude, et ils ont l'opportunité de réfléchir sur un sujet de leur choix. Évidemment, c'est le portfolio artistique dans une école de gestion. On a eu des étudiants craintifs. On a eu des problèmes au départ pour
convaincre l'étudiant d'embarquer avec nous, de faire de l'art, parce que la plupart nous disaient, moi, je suis un étudiant en gestion, je suis pas un artiste, j'ai pas de talent. Nous, on n'évalue pas le portfolio en se basant sur ni la qualité esthétique, ni sur le talent de l'étudiant, mais plutôt sur son effort à embarquer dans la stratégie aussi, et sur sa capacité plus ou moins, là, à illustrer son propos et à le passer dans une autre forme d'expression. Je vais rajouter aussi sur le portfolio que nos résultats de recherche nous ont montré, les étudiants nous disent, je me souviens bien davantage de mes apprentissages parce que j'ai pris du temps à essayer de transférer des apprentissages, des opinions, même des émotions par rapport à, par exemple, un cas, un film, une situation de gestion. Et illustrer ça de façon artistique, bien, ce processus-là, il vient ancrer plus en profondeur les apprentissages. Et on a fait des entrevues de recherche avec les étudiants qui avaient terminé leur session depuis quelques semaines ou même mois. Et puis, ils nous disent, je me souviens totalement de ce que j'ai fait dans ce cours-là, contrairement à d'autres cours, parce que ce processus-là artistique dans le portfolio, il marque et ancre davantage les apprentissages. Concernant les données de recherche étaient multiples. Donc, dans ce projet-là, on a décidé de documenter finalement l'efficacité de notre approche pédagogique avec 3 différentes données de recherche. Premièrement, on est allé avec les évaluations du cours. On s'est dit, bon, c'est une forme de données anonyme qui est imparfaite, mais qui permettait de nous donner une rétroaction puis une idée, là, finalement, sur le cours. On a ensuite décidé de faire des entrevues de recherche avec les étudiants. On en a réalisé jusqu'à présent 26 entrevues, des entrevues d'1 heure, 1 heure et quart avec des étudiants qui ont décidé de participer au volet recherche, où on leur demande justement de nous expliquer leur expérience dans le cours, comment ils ont vécu ça, sur différents aspects, le bénévolat, l'intégration des arts, le portfolio, etc., puis sur l'empathie de façon générale. Et ensuite, on a utilisé les contenus de leur portfolio. On leur a demandé s'ils acceptaient, s'ils consentaient à ce qu'on utilise les portfolios, les contenus qu'ils avaient créés pour le projet de recherche. Et ceux qu'ils ont acceptés, on a numérisé finalement les portfolios pour pouvoir conserver ces données de recherche-là. Et on leur a redonné. Plusieurs voulaient avoir retrouvé finalement ce travail-là sur lequel ils s'étaient très appliqués pendant la session. Ce que moi, j'ai remarqué d'emblée, tout d'un coup, ce que ça changeait, premièrement, les étudiants sont très engagés dans le cours. C'est-à-dire que c'est différent. C'est pas un cours classique dans une école de commerce classique. Ça change et ça leur sort de leur zone de confort aussi. Et donc, je dirais qu'ils sont plus attentifs. C'est-à-dire qu'ils sont plus attentifs au contenu du cours, sont plus attentifs aux autres et on les introduit à des méthodes de dialogue aussi en classe où, finalement, ils ont beaucoup plus ils développent davantage ces compétences empathiques-là ils entrent beaucoup en relation. On a aussi vu des changements, puis nos analyses de recherche nous ont montré qu'il y a un rapport, on va le dire comme ça, entre le portfolio, donc le travail qui était fait dans le portfolio, qui se trouve à être un espace finalement matériel, c'est-à-dire concret, à l'extérieur de la classe, et les dynamiques de classe. Donc, nos analyses des entrevues, plus particulièrement, nous ont permis de comprendre que le portfolio pouvait servir un peu comme un refuge individuel où les étudiants pouvaient se permettre à la fois de exprimer leurs émotions, exprimer leur point de vue aussi, mais aussi, je dirais, de s'affirmer. Donc, d'affirmer leur point de vue, leur façon de voir le monde, sans avoir à gérer les dynamiques de classe. Dans la classe, parfois, on peut avoir des dynamiques de pouvoir ou des dynamiques, on a des groupes différents, des individus différents avec des valeurs différentes et on n'a pas le temps, comme enseignant, de prendre soin ou d'aller vers chacun puis de comprendre leur point de vue. Ce que le portfolio nous permettait de faire, c'est de maintenir un peu cette posture-là, de individualiser aussi les apprentissages, puis d'essayer. Nous, en lisant le portfolio, finalement, on prend
en compte du point de vue de chacun. On prend en compte aussi des émotions de chacun. Et les étudiants, en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'ils appréciaient ça et dans la classe, ils redonnaient, ils étaient plus engagés, mais ils étaient plus aussi ouverts. Donc, ils écoutaient ce que les autres avaient à dire et aussi ils prenaient des risques, c'est-à-dire qu'ils osaient formuler leur opinion, des opinions qui parfois n'étaient pas nécessairement des opinions, je dirais, consensuelles, mais qui apportaient un nouveau regard sur une conversation, sur un dialogue qui avait lieu en classe. Et on a eu dans les interviews beaucoup d'étudiants qui nous ont dit, finalement, j'ai entendu dans cette classe-là des opinions, des perspectives, des points de vue auxquels je ne suis pas habituée. Je pensais que j'avais un point de vue consensuel, mais finalement, je me rends compte qu'il y a d'autres personnes qui pensent différemment. Quand on enseigne l'éthique, on ne peut pas avoir un safe space dans la classe. Mais c'est comme si les étudiants ont utilisé le portfolio comme un safe space. C'est là où il y avait de la sécurité. Ils nous disaient des affaires qu'ils n'auraient jamais dit en classe. C'est-à-dire, il y en a qui nous ont parlé du suicide d'un ami, du divorce de leurs parents, de toutes sortes d'affaires, de la discrimination dont ils étaient victimes, etc. Donc, des choses qui sont difficiles à partager en classe parce qu'il y a beaucoup d'émotions attachées avec tout ça. Puis là, est-ce que la classe, c'est le lieu où on raconte toutes nos anecdotes individuelles? C'est pas nécessairement favorable à ça. Tandis que dans le portfolio, on les a eus, ces confidences-là, on les a eus. Puis ils ont travaillé aussi sur ce que ça représentait pour eux, les émotions qui étaient liées à ça. Puis ils ont fait de l'art pour illustrer tout ça. Donc, on voit que finalement, c'est le portfolio qui agit un petit peu comme, je dirais un refuge. Un refuge, mais on parlait d'un objet tampon, finalement, entre les étudiants, la classe, et pour vraiment ramener tous les apprentissages. Et parce que quand on enseigne l'éthique, on peut pas avoir, si c'est un safe space dans la classe, il y a des éléments de censure qui se mettent en place et on parle plus de rien si c'est pour pas un peu brasser tout un chacun. Parler d'éthique, c'est parler de valeurs, c'est débattre sur des enjeux de société qui nous touchent tous et toutes. Et ça, ça brasse un petit peu, là. Tu sais, et si ça brasse pas un petit peu, je pense que j'ai pas réussi mon cours d'éthique. Un autre aspect de Space Jam qui est intéressant, c'est vraiment le bénévolat. Et qui, certainement, peut aider ce qui se passe dans la classe. Donc, je m'explique, le bénévolat, en fait, met les étudiants face à des situations qui sont très difficiles. On peut penser, il y a des étudiants qui vont travailler comme bénévoles dans le CIUS, qui vont travailler avec des clientèles avec des problèmes de santé mentale. On a des étudiantes qui ont fait des déménagements d'urgence de femmes violentées. On a des étudiants qui se sont mis en danger dans l'espace de la communauté via le bénévolat. Et ces expériences-là sont enrichissantes et permettent aussi de voir qu'il y a d'autres choses qui se passent dans la société dans laquelle ils vivent et leur permet ou leur donne l'occasion de réfléchir sur comment ils pourraient aider et sur ce qui se passe autour d'eux sans nécessairement, parce qu'on ne le voit pas nécessairement dans le contexte d'HEC Montréal, par exemple. Dans la maison, on va un peu plus loin. Donc, grâce au film, grâce au documentaire, on a découvert qu'on était capable d'éveiller finalement une espèce d'imaginaire empathique en présentant, par exemple, des documentaires sur les conditions de travail des personnes qui travaillent, des personnes qui travaillent dans les dépotoirs au Brésil, par exemple. Là, on va plus loin. Donc, les étudiants, si dans la communauté, sont vraiment socialisés à ce qui se passe autour d'eux, à toutes sortes de situations, à travers les films à la maison, mais ils voyagent encore plus loin. Ils vont pouvoir s'imaginer ce qui se passe, par exemple, au Brésil, ce qui se passe dans le sud des États-Unis, ce qui va se passer. Donc, on va plus loin, puis on permet aux étudiants d'imaginer aussi des situations auxquelles ils ne sont pas confrontés dans leur quotidien. Déjà, c'est une approche pédagogique là, qui demande un investissement important en temps, en engagement là, de la part à la fois des enseignants et à la fois des étudiants. Ce qu'on l'a vu, on l'a expérimenté dans les dernières années. Un groupe de 30, c'est parfait pour ce genre d'expérience-là.
même trop peu, moins d'étudiants. La dynamique est moins intéressante, je trouve. Trop d'étudiants, ben là, ça devient cacophonique, puis ça devient aussi très difficile à gérer. Donc, des groupes de 30, c'est parfait pour ce genre de cours-là. Donc, bon, mon objectif, c'est pas qu'on ait 10 cours, etc. C'est pas ça. Limite, j'aimerais mieux qu'il y ait un effet de rareté, puis qu'on laisse ça comme ça. Par contre, on est intéressé à pouvoir transférer l'approche pédagogique à d'autres cours qui mobilisent ou qui visent à développer des compétences, des habiletés relationnelles, des compétences qu'on dit les soft skills finalement. Hein? Et donc, on se dit dans d'autres contextes, dans d'autres disciplines où on veut développer les soft skills, on pense qu'on pourrait adapter la stratégie pédagogique Space Jam pour d'autres sujets d'enseignement. De façon large, on pense aussi que Space Jam pourrait contribuer à la formation continue dans les entreprises. Juste l'idée du portfolio, de créer d'utiliser le portfolio dans les entreprises pour désamorcer des situations difficiles de conflit, par exemple, ça pourrait être intéressant. On est en train d'expérimenter l'adaptation de Space Jam dans des contextes de PME québécoises. Donc, pour aider ou favoriser finalement une réflexion qui se fait non seulement dans les familles en affaires, mais aussi dans les entreprises, puis faire le lien aussi avec l'espace de la formation elle-même. Donc, l'idée avec Space Jam, c'est de créer une synergie entre différents espaces d'apprentissage en utilisant un espace comme le portfolio qui permet aux individus de réfléchir sur le processus d'apprentissage, sur les apprentissages eux-mêmes et de s'exprimer aussi à travers ce processus-là. Non, mais en fait, ce qu'on réalise, c'est tous les lieux où on a besoin d'une délibération éthique, c'est-à-dire de réfléchir ensemble, d'évaluer une situation puis de prendre des décisions éventuellement sur une situation, bénéficierait potentiellement d'appliquer ce modèle pédagogique.